Nous allons passer au troisième moment, puisqu'on a vu les solutions qui existent aujourd'hui, certaines anciennes, certaines plus neuves. Nous allons passer aux pistes pour demain, à partir des travaux qu'a mené la Fédération Jonctio. Et donc là, je vais avoir 6 intervenants, et on va faire un jeu de chaises musicales, parce qu'il n'y a que 6 chaises, et j'en occupe une. Mais avant que les 6 intervenants me rejoignent, nous avons des interventions liminaires de Monsieur le délégué général, Hubert Trégout, et puis de Christian Carrega, qui est le directeur général de Préfonds. Alors, le temps que vous vous installiez pour nous présenter la façon dont la fédération a travaillé, j'aurais proposé qu'on m'amène le 6e siège. Ah, voilà, c'est bon, tout fonctionne. Hubert. Donc, bonsoir. Avant donc de poursuivre ce grand débat et d'écouter avec intérêt les propositions qui feront l'objet de la table ronde numéro 3, je voudrais me replacer dans les propos introductifs du président en introduction et prendre 3 minutes pour remettre en perspective le rôle et les actions de la fédération. Alors, grâce essentiellement et uniquement d'ailleurs à l'expertise des membres qui la composent et que vous voyez affiché à l'écran, la fédération engage son action sur la totalité du spectre de la protection sociale des forces de sécurité et de défense et de leurs familles. Et pour ce faire, elle agit sur 2 axes très différenciés. Un premier axe qui est l'information et la sensibilisation, vous en avez entendu parler à plusieurs reprises, sur tous les sujets de la protection sociale, parce que ces sujets sont par essence complexes, parce qu'ils sont évolutifs en fonction du cadre général dans lequel des lois, du cadre général, et donc parce qu'ils nécessitent une pédagogie très particulière. Alors cela se traduit par des publications et des actualités que vous retrouvez sur le site de la Fédération dont l'adresse vous est projetée. La dernière publication date du 3 novembre et il s'agit d'une introduction à ce grand débat puisqu'il s'agit d'un guide qui fait le point sur l'état aujourd'hui de la retraite par répartition et de tout ce qui l'accompagne en matière de compléments. Donc ce qui permet de comprendre d'où l'on part avant d'attaquer des solutions prospectives. Le prochain paraîtra au tout début du mois de décembre et ce sera une petite vidéo pédagogique de 3 minutes sur la dépendance, sujet d'actualité, puisque vous savez que la dépendance est à présent la 5e branche de la sécurité sociale. Donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe sur lequel la fédération travaille consiste à fédérer les compétences de ses membres, de ses 7 membres, pour organiser une réflexion sur différentes thématiques de la protection sociale, des forces de sécurité et de défense et des familles. Ces commissions thématiques, il y en a 4 qui travaillent en parallèle aujourd'hui. Une sur la protection sociale des réservistes, une sur l'avenir de l'assurance vie, une sur l'accompagnement social, et bien sûr, celle qui nous occupe ce soir sur les compléments et suppléments de retraite. Alors, ces commissions sont confiées à l'un des membres en fonction de son domaine d'expertise, les autres membres l'accompagnant en matière de réflexion, en matière de questionnement, en matière de rédaction des propositions. Et ces commissions ont un objectif qui est de publier un cahier dans lequel on a à la fois un bilan d'une situation de l'existant et puis des propositions d'évolution ou des réflexions sur comment améliorer le principe. Ces cahiers, c'est comme pour les publications, vous les retrouvez sur le site et ils feront l'objet d'une publication pour le premier cahier sur les compléments et suppléments de retraite à la fin du mois de novembre. La commission donc compléments et suppléments de retraite a commencé ses travaux il y a un peu plus de 18 mois. Elle a été confiée à Christian Carrega, directeur général de la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique,
qui a animé son groupe de travail et auquel je cède maintenant la parole pour qu'il vous explique à la fois, qu'il vous présente sa commission, qu'il vous explique les méthodes qui ont été employées et ce qui a conduit à établir les propositions qui vous seront ensuite proposées. Christian, je te laisse la parole. Vous pouvez applaudir le délégué général aussi, il sera content. Merci Hubert. Effectivement, la commission a réuni l'ensemble des 7 membres de la Fédération Jonction. On a procédé en 3 étapes, assez classiquement, mais le grand débat traduit bien ça. La première partie consistait à finalement essayer de recenser les attentes, les besoins. Donc on a fait pas mal d'auditions. On a rencontré beaucoup d'acteurs, nos clients, nos affiliés, les personnels concernés, pour essayer de comprendre quelles étaient un peu les attentes. Et la première table ronde, au travers des vidéos notamment, témoigne un peu de cela. Deuxième sujet a été de recenser toutes les solutions existantes, et Dieu sait s'il y en a, notamment avec 2019, l'arrivée du PER et le chambardement important pour redynamiser ce 3e pilier de la retraite. Alors ensuite, il s'est agi de se dire finalement qu'est-ce qu'on pourrait proposer de nouveau, quelles seraient les pistes de solutions nouvelles, d'évolution, de modification, de transformation qui pourraient être à l'œuvre. On a choisi de le faire d'une manière assez simple, en réfléchissant librement, sans se censurer, sans mettre en avant, vous savez ce qu'on fait souvent quand on a une idée, on se dit, bon, qu'est-ce qui va empêcher qu'elle se réalise? Non, on ne s'est pas posé cette question-là. Les idées, on les a expliquées librement, sans se censurer. Et puis, on a choisi de présenter ça de manière simple, pas technique, même si toutes ces mesures, intrinsèquement, sont très techniques. Mais le parti pris était de dire, quand la volonté est là, la technique suit, en fait. Donc, pas de présentation technique dans ce que vous allez voir tout à l'heure. Et puis, on a essayé de mettre en place des idées, des pistes qui soient réalistes, faisables, et qui répondent à chaque fois à un besoin. C'est ça qui a guidé, en fait, le groupe de travail. Alors, vous allez le voir, ces mesures, elles peuvent être mises en place, elles seront mises en place probablement avec des délais assez différents. Bien sûr, il y a des obstacles, il y a des limites, y compris, on peut trouver des limites budgétaires, mais avec beaucoup de conviction, ce qu'on affirme, les 7 membres de ce groupe-là, c'est qu'elles sont nécessaires, faisables et réellement réalistes. En tout cas, elles méritent chacune d'ouvrir un peu le débat. Maintenant, notre sujet, c'est de vous convaincre qu'effectivement, vous allez pouvoir partager cette conviction que ces mesures sont faisables, réalistes et répondre à un vrai besoin. C'est ce qu'on va essayer de faire tout à l'heure, après, tout de suite. Là. Merci beaucoup. Je crois que nombre d'entre vous connaissent Christian. Christian sait tout, donc une petite question pour lui, mais 30 secondes pour y répondre, même pas. Pourquoi la tontine est-elle si peu commercialisée et promue? C'est dommage parce que ça marche. C'est une très bonne solution. Ouais. Vraiment une très très bonne solution. Alors, je ne sais pas si dans la salle il y a des gens qui commercialisent la tontine, mais c'est une manière finalement d'assurer de la solidarité entre les personnes et d'aller chercher du rendement sur cet élément de solidarité. Hein, une bonne solution, moi je trouve. La question c'était pourquoi c'est si peu commercialisé. Donc parce que on ne va pas y passer des heures. Le truc c'est que c'est dommage. Voilà. Je propose de faire l'appel pour que les 5 autres intervenants à cette table ronde, parce que Christian demeure, nous rejoignent. Nous aurons donc Pascal Sény-Lapp, qui est directeur général de la Mutuelle d'assurance des armées. Nous aurons Philippe Sebag, président de Préfond. David d'Olivier Lanuzel, qui est président de la Mutuelle Communauté Défense, dans le groupe Clésia. Gilles Lemoine, secrétaire général de l'association Trégo, Christian Carrega pour la première fois à la télé, Dominique Burlette, président de la France Mutualiste. Je vous réexplique comment ça va fonctionner, parce qu'ils ont très peu de temps pour nous présenter des pistes qui sont importantes et parfois à haut degré de technicité. Donc ce sera une présentation ramassée. Mais après chacune des présentations, je vous répète, on a organisé la possibilité pour vous de voter. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez vu, hein, je prends vraiment les messages et les questions. Hein. Vous pouvez prendre le QR code. Après, vous êtes inscrit sur Internet, enfin, vous êtes connecté. Vous pouvez le faire soit en passant par Jonction Direct, si vous n'arrivez pas à flasher le QR code, mais a priori c'est bon. Et après chacune des courtes présentations, je suis désolé d'insister sur le court comme ça, mais c'est le jeu, vous aurez la possibilité, on ouvrira le vote pour répondre à la question
Est-ce souhaitable? Alors vous ne mettez pas oui, non, hein, vous voterez en choisissant sur une échelle qui va de 0 à 5. Puis il y aura une deuxième question, est-ce possible? Il y a souvent des différences entre le possible et le souhaitable, et vous voterez aussi entre 0 et 5. Voilà, a priori, c'est bon, tout le monde est en forme et va participer à cette opération interactive extraordinaire. La première proposition, c'est vous, Pascal Sany-Laf, c'est de favoriser des revenus réguliers plutôt que le versement d'un capital au moment du départ en retraite. Normalement, ça doit même s'afficher derrière vous. Et vous avez un micro qui marche. Oui, il marche. Bien, bonjour. Donc, je vais vous présenter très très rapidement et très succinctement cette solution. Alors, évidemment, là, quand on parle de rente, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est pas très sexy. Hein. Au contraire, ça a une mauvaise connotation. Il va falloir un peu dépoussiérer ça et pour voir que la rente, finalement, ça peut être quelque chose de très intéressant. Pour l'instant, c'est pas le placement préféré des Français. Alors pourquoi, oui, ça va mieux là. Pourquoi ce désamour de la rente? Alors plusieurs voies. La première, c'est parce que le capital n'est pas transmissible. Or, les Français, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, on est très attaché à la transmission par héritage. Donc là, ce n'est pas possible. Le deuxième, c'est que le coût semble trop prohibitif entre le capital constitué et la rente versée. Le compte n'y est pas. Ça paraît trop cher. Donc il va falloir trouver de la rentabilité supplémentaire. Ensuite, un troisième point, la souscription elle doit se faire jeune pour que le contrat soit très efficace. Or, là aussi, les jeunes, pour eux, la retraite, c'est très très loin. On l'a quand même vu à plusieurs reprises aujourd'hui. Et ils se défient beaucoup. Le non-rente ne leur convient pas. Rentier, ça fait référence à Zola, c'est pas terrible. Donc, ils sont très méfiants, très défiants, et ça ne les intéresse pas. Donc, il va falloir voir comment les intéresser. Ensuite, la fiscalité, elle est pas assez bonne, enfin, elle n'enthousiasme pas, elle est insuffisamment attractive. Donc il va falloir aussi là, trouver des pistes pour qu'une fiscalité soit plus attractive et moins opaque. Actuellement, il y a autant de fiscalité que de produits. Donc ça ne rend pas non plus la souscription facile. Alors pourtant, la rente, c'est un placement, c'est un produit qui semble avoir beaucoup d'avantages. D'abord, c'est un produit qui est très sécurisé, puisque lorsqu'on souscrit, on a une rente que l'on va revoir et que l'on va avoir toute sa vie durant. C'est très efficace. Il n'y a plus de crainte de dilapider le capital. Donc, on a plutôt intérêt à développer ces produits-là, parce que gérer soi-même un capital à long terme, ça paraît très compliqué. Ce sont les acteurs qui savent faire ça. Tout à chacun, on n'est pas forcément équipé intellectuellement pour le faire. Alors la rente est un placement vertueux, avec une vision à long terme. Il faut voir maintenant comment on peut faire en sorte que les gens adhèrent. Alors, comment lever ces freins? 5 leviers. Ce sont les propositions là, qui ont été vues par ce groupe de travail. Le premier levier, c'est de travailler sur la fiscalité. Il faut l'harmoniser, il faut qu'elle soit plus simple, il faut qu'elle soit attractive. Par exemple, on peut aussi, par exemple, trouver des bonus, un bonus fiscal en fonction de la durée de détention du capital épargné, puisque ça irait dans le bon sens. C'est aussi une manière de récupérer tous les capitaux mis de côté par les familles et de les renvoyer dans l'économie. Deuxième point, permettre une sortie de capital en cas de coup dur. Ça, c'est nécessaire. C'est vraiment une forte attention, une forte demande. C'est aussi de la sécurité. En coup dur, un décès, un licenciement, il faut pouvoir réagir et avoir accès à son capital. Ensuite, il faut favoriser la concurrence. Chacun sait que lorsque la concurrence est rude, ça libère de manière importante l'imagination. Et là, on va peut-être pouvoir trouver des produits qui vont de plus en plus devenir adaptés complètement à chacun, à toutes les personnes. Enfin, un quatrième point, il suffit de faire sauter aussi les contraintes de la tarification telle qu'elle existe aujourd'hui pour donner plus de liberté aux acteurs afin qu'ils fassent leurs calculs de rente sur des tables de mortalité ad hoc et qui tiennent bien compte de l'allongement de la durée de vie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça laisserait du rendement, ça permettrait de donner du rendement supplémentaire à la rente. Enfin, un dernier levier à faire jouer, une campagne de communication. La rente a une mauvaise image, a une mauvaise presse. Il s'agit de la lui rendre ses lettres de noblesse, et pour ça, communiquons dessus, surtout vers les plus jeunes, de manière à ce qu'ils se rendent compte de ces avantages.
Voilà, je pense que la rente est un bon produit, il est efficace, il est très adapté, il est surtout sécurisé. C'est un produit de sécurité. Donc, à voir si on arrive à le développer. Parfait. Donc, nous passons à l'épisode vote. Vous avez la possibilité... Alors, on ne va pas voter les propositions les unes par rapport aux autres. Hein. On donne juste une note de 1 à 5. D'abord, pour savoir si cette idée de favoriser la rente plutôt que le capital est souhaitable. Alors, tic-tac, tic-tac, vous avez 5 secondes. 5, 4, 3... Alors, je vois, même le président... Alors, président, vous l'avez, vous ? Ah bah oui, bah voilà. Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Ça y est, c'est bon ? Bon, alors il ne faut pas qu'on attende 1000 heures. Mais donc, si votre camarade là, c'est parfait. On passe à la deuxième question. Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est possible ? Et vous notez ça de 0 à 5. Et après, on aura un score final. On n'a pas de coupe, hein, on ne désignera pas la meilleure des propositions, mais on s'étonnera peut-être du résultat. Je propose que nous passions à la proposition 2, qui va être soutenu par Gilles Lemoine, secrétaire général de Tego, et qui consiste à favoriser l'épargne longue et à investir dans les entreprises. Merci, bonjour. Pour cette deuxième piste, la Commission est partie du constat suivant. Une grande partie des Français a été habituée à épargner sans risque sur des fonds en euros qui avaient du rendement tant que les taux d'emprunt à 10 ans étaient élevés. Mais vous savez bien que plus l'État emprunte à taux bas, moins il est rémunéré, même s'il y a un certain effet retard de 10 ans. Aujourd'hui, les taux sont même négatifs. Cependant, ces placements, le capital investi est relativement sécurisé. Côté rendement, c'est bien moins intéressant à l'heure actuelle. Les Français, finalement, sont bien moins nombreux à avoir accepté d'investir sur des supports financiers comme les actions, les parts de société ou les fonds de placement sur un horizon assez lent, en espérant un rendement plus élevé, mais cependant avec une part de risque plus ou moins élevée, mais jamais vraiment prévisible. Notons cependant que l'épargne totale sur le livret A et sur le livret de développement durable et solidaire atteignait plus de 450 milliards d'euros fin avril 2021. Donc nous pensons qu'il faut favoriser et démocratiser une épargne longue, à destination notamment des entreprises en ayant recours aux supports en unité de compte qui permettent des placements sur des supports financiers très variés. Ce type de déplacement permet d'accompagner nos entreprises, de favoriser leur bonne santé économique, d'une part, et d'autre part, pour l'épargnant, d'aller chercher une meilleure rémunération. Je souligne que, et ça n'a pas été dit tout à fait tout à l'heure, que près de 70% des militaires d'actifs sont sous contrat court, sans bénéfice d'une retraite, comme en disposent les militaires de carrière après 17 ou 27 ans, comme ça a été souligné. Et il nous semble important de les sensibiliser sur cette préparation de ma retraite dès qu'ils sont dans l'institution, en école, mais aussi pendant le temps de leur service. Alors, une fois posé ce constat, comment faire ? Nous proposons 2 axes. Le premier axe est un axe pédagogique, sous forme de modules de vulgarisation sur l'économie, avantages, inconvénients d'investir en unité de compte par rapport aux obligations, rendement sur les marchés financiers, risques associés. Alors, il existe déjà un site internet, je ne le savais pas, pédagogique, sur l'argent et la finance. La finance pour tous, agréé par le ministère de l'Éducation nationale. Alors, ces modules auraient vocation à être inclus dans les programmes scolaires des lycéens, des étudiants, futurs membres de la communauté sécurité et défense pour certains. Le deuxième axe consiste en un soutien de la part des pouvoirs publics, non pas sur la fiscalité, comme cela est le cas pour les FCP, par exemple, ça a été dit, qui s'adresse à une catégorie d'épargnants dont les revenus ouvrent droit aux avantages fiscaux. Mais ce soutien prendrait la forme d'une garantie sur le capital investi par un particulier. Ce soutien ne représente pas un coût immédiat pour l'État. L'épargnant devrait hésiter beaucoup moins à investir à long terme dans ce type d'épargne, ce qui est bien pour l'économie de nos entreprises. L'épargnant qui n'a pas à faire face à une difficulté majeure lui imposant de se désengager sur très court préavis à une période défavorable, cet épargnant profitera de rendements plus élevés que les placements qu'il réalise habituellement. Et l'épargnant qui, malheureusement, sera dans l'obligation de se désengager à un mauvais moment, accident de la vie, impondérable, soutien familial, devra être soutenu par un dispositif lui permettant de récupérer son capital comme un fonds de garantie. Cette deuxième piste, telle que présentée par la Commission, nous semble très intéressante, gagnant pour le particulier épargnant et gagnant pour l'économie de nos entreprises. Voilà pour la deuxième piste. Eh bien, nous passons
au vote. Vous avez une nouvelle fois la possibilité de vous exprimer de 0 à 5 pour savoir si la proposition 2 est souhaitable. Voilà, tic-tac, 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 tic-tac. Je suis sûr que vous avez plein de points. Parce qu'en plus, je suis certain qu'ils vont vouloir défendre leur proposition. Vous allez voir. On passe à la deuxième question maintenant, et vous votez pour, toujours sur cet axe de 0 à 5, savoir si elle est possible. On voit que tout le monde est concentré. J'espère que vous n'êtes pas en train d'envoyer des SMS ou de regarder le journal, hein, mais a priori, vous êtes en train de voter. C'est très bien. Même là, ils votent pour eux. Vous voyez, hein, on ne pourra pas savoir si on bourre les urnes. Passons à la proposition 3, qui est de simplifier le PER. Tout le monde veut toujours simplifier. Alors c'est une gageure parce que Lionel Corr a expliqué que le PER était le produit qui avait simplifié l'épargne retraite. On n'est pas allé au bout en fait de l'exercice. On n'est pas allé au bout de l'exercice parce qu'en fait, comme on l'a dit sur la deuxième table ronde, en fait il y a 3 types de PER. Et dans chaque PER, vous avez plusieurs compartiments. Il y a des PER individuels, il y a des PER collectifs. Et en même temps, les éléments de sortie ne sont pas les mêmes. On a évoqué le fait qu'on pouvait sortir en rente ou en capital, ce qui est une bonne chose, qui est une vraie nouveauté utile, mais ce n'est pas le cas selon les PER. La proposition est simple, allons jusqu'au bout de l'exercice, simplifions le PER. Je prends un exemple, je suis jeune militaire, j'ai ouvert un PER individuel. Au bout de 5 ans, 10 ans, je fais une deuxième partie de carrière dans le privé. Mon entreprise a mis en place un PERCO ou un PER catégoriel. Je suis obligé d'ouvrir un deuxième PER, un PER catégoriel, pour recevoir l'épargne salariale, par exemple. Permettons à l'entreprise, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, de verser l'épargne salariale dans le PER individuel de la personne. De manière à ce que ce produit-là soit un produit véritablement universel, qui va accompagner le militaire et l'agent public et le particulier, finalement, tout au long de sa carrière. Voilà. Première idée simple, d'aller jusqu'au bout de la simplification, un seul produit, tout au long de sa vie. Deuxième idée, aujourd'hui, les sorties ne sont pas possibles en capital, par exemple, dès lors qu'on a un PER catégoriel. Bon, permettons un seul PER, une seule option de sortie, rente ou capital, un mix des deux, au choix de la personne qui possède ce produit d'épargne retraite. Voilà, Julien. Parfait, nous allons pouvoir ouvrir à nouveau le vote sur la proposition 3, toujours le même exercice. D'abord, est-ce souhaitable ? Je pense qu'il y a peu de gens qui pensent qu'il n'est pas souhaitable de simplifier, mais bon, on verra. Et deuxième question pour notre proposition 3, est-ce possible ? Voilà. Christian vote, je pense qu'il met 5 et 5 pour pouvoir apparaître, vous voyez, parmi les meilleurs tout à l'heure. Oui, il vote pour lui, j'imagine. Bon, on passe à la proposition 4, qui, elle, consiste à abonder l'épargne retraite dans le secteur public, soutenue par David Olivier Lanuzel. Alors, bonsoir. Oui, en effet, cette proposition 4, vous allez voir dans la finalité, va surtout poser la question à un acteur s'il est d'accord de jouer le jeu ou pas. En fait, la crise actuelle, les tensions sur l'emploi ont également touché les environnements du pouvoir public, de la fonction publique. Et ce, on l'a vu sur la fonction publique hospitalière, on le voit beaucoup également sur la fonction publique territoriale et la fonction publique d'État. Et elle pose fondamentalement la question de l'attractivité. Alors, une solution nous a été envoyée tout à l'heure par notre ami allemand, mais je ne suis pas sûr que tout le monde va y faire prêtre ou pasteur en Allemagne, mais bon, c'est une possibilité. Je me l'écarte pour moi-même, d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, on a voulu justement réfléchir au niveau de la Commission sur cette problématique d'attractivité de la fonction publique. Parce que cette problématique est aussi posée par les pouvoirs publics. Amélie Montchalin l'a posée sur la fonction publique territoriale et s'en inquiète, je dirais, aussi sur la fonction publique d'État. Et d'un autre côté, on posait également le constat, alors des fois c'est un peu dangereux de vouloir comparer le secteur privé et le secteur public, mais quelquefois il est intéressant d'avoir cet effet miroir et de se dire que ce qui se passe dans le secteur privé sur les PER pouvait être également une solution sur l'environnement du secteur public. Et c'est-à-dire la proposition que nous faisons, c'est une proposition en fin de compte d'abondement de l'État en tant qu'employeur sur ces PER, ce qui n'existe pas aujourd'hui sur notre environnement du secteur public tel qu'il nous a été tout à l'heure présenté. Voilà, c'est la proposition que nous vous faisons ce soir. Alors, on revote. Abonder l'épargne retraite dans le secteur public.
A priori, du côté du budget, qui n'est pas forcément ici, ce sera plus réservé. Du côté de l'ensemble des agents, ça devrait être accueilli avec plus d'enthousiasme. Donc, première question, est-ce souhaitable? Normalement, vous votez vite. Hein. Et maintenant, est-ce possible? Là, ce serait bien que l'État dise oui. Oui, mais alors qui est l'État ici? Les représentants de l'État. Alors, je propose qu'on passe à la proposition 5, qui consiste à flécher l'épargne excédentaire qui a été accumulée durant la crise Covid vers la retraite. Proposition ici soutenue par Philippe Sebag, président de la Préfond. Oui, alors j'ai déjà deux réponses à vous donner. Est-ce que c'est souhaitable? Oui. Est-ce que c'est faisable? Oui. Donc vous pouvez déjà commencer déjà à répondre. On a gagné du temps, là, super. Il faut l'applaudir, hein, bravo, là, ça, chapeau bas. Hein. Simplement, cette proposition découle forcément d'un constat, un constat post-Covid où tout un chacun, haut revenu ou bas revenu, on l'a vraiment constaté, tout le monde a fait de l'épargne, a mis de l'épargne de côté, sans trop savoir quoi en faire, une épargne de précaution. À l'image des Français, à chaque fois qu'il y a une crise, il y a toujours des situations comme ça de repli et de sécurisation. Et donc l'épargne aujourd'hui au niveau des fonctionnaires a atteint, s'est élevé à plus de 200 milliards. Et aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir quoi faire de cette épargne. Alors on entend le gouvernement nous flécher un peu notre dépense qu'on aurait mis de côté, enfin qu'on pourrait faire maintenant une fois qu'on a mis l'épargne de côté. C'est effectivement cette relance de l'économie. Et pour relancer l'économie, en plus une économie réelle, une économie locale, une économie de bon sens. On a parlé tout à l'heure de produits qui avaient une valeur à investissement socialement responsable. Donc nous, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir donner des solutions et la possibilité pour ces épargnants qui ont fait un excès ou un excédent en tout cas d'épargne, d'avoir une solution qui serait incitative à utiliser cette épargne et évidemment à la mettre en épargne retraite, tel que c'est aujourd'hui permis dans le cadre du PER, avec une incitation fiscale qui est de déduire de son revenu jusqu'à un plafond de 10%. Et la solution est très simple, hein. On l'a d'ailleurs déjà un peu commencé à l'avancer au niveau du Trésor, c'est de porter ce plafond de 10% à 20%. Donc 20% pendant, on peut dire, une période courte de 2 ans. Alors on n'a pas inventé ça tout seul, hein, parce que le Danemark vient de le faire, la Corée du Sud l'a fait, pas la Corée du Nord, la Corée du Sud, et la République tchèque. Donc on voit bien qu'il y a des exemples qui ont été mis en application. Donc nous, on fait cette proposition-là. Alors, elle n'est pas désintéressée au niveau de Préfond, bien sûr, hein, mais je crois qu'elle peut s'appliquer dans tout ce qui existe aujourd'hui dans le panel des PER. Donc voilà, porter le plafond de 10 à 20%. Vous pouvez voter, mais je vous ai dit que c'était déjà la meilleure proposition. Donc vous pouvez revoter pour ceux qui ne l'ont pas fait. Merci. Bon. Proposons une méthode de vote nord-coréenne, alors là. Donc, flécher l'épargne excédentaire accumulée durant la crise vers la retraite. Est-ce souhaitable? 0 à 5. Je pense que Philippe Sebag vote 6, il essaye. Et deuxième question, est-ce que c'est possible? Vous votez de 0 à 5. Et dernière de nos 6 propositions, élargir le titre de reconnaissance de la nation à la sécurité intérieure par Dominique Burlette, président de la France mutualiste, qui était en train de voter. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, le titre de reconnaissance de la nation, comme la carte d'ancien combattant, ouvre l'accès au dispositif de la retraite mutualiste du combattant. Mais le titre de reconnaissance de la nation, comme la carte d'ancien combattant, n'est attribué qu'à des militaires en opération extérieure. Pourtant, à longueur de journaux télévisés, de journaux physiques, et autres médias sur Internet, on entend parler de la guerre contre le terrorisme, un thème qui a été repris par notre président de la République, et un rapport du Sénat évoque même un engagement durable et massif pour nos forces. Nos forces de sécurité et de défense aujourd'hui sur le théâtre national, c'est le terme consacré dans certains milieux, donc sur la métropole, sont confrontés à des situations similaires à celles dont le concept a été inventé dans les années 90, qu'on appelle le Three Blocks War, concept qui illustre la complexité des théâtres avec des situations très calmes à des endroits et des situations explosives à d'autres.
explosives, on l'a vu au Bataclan. Hein, donc des situations qui sont donc proches de ce qui se retrouve sur un théâtre militaire. Le stress engendré chez les forces de sécurité et de défense engagées dans ces opérations est similaire à ce stress des opérations, enfin des militaires engagés en force extérieure, en engagement extérieur. Et les conséquences à long terme sur les familles et les individus, stress post-traumatique, blessures, etc., sont identiques. Ce n'est plus de la présence pour ramener la sécurité quotidienne. Les forces donc, qui sont engagées dans ce combat contre le terrorisme méritent une vraie reconnaissance de la nation. Alors, je vais paraphraser ce qui a été dit tout à l'heure par Bruno Valastanas, hein, en disant « Ces Français que l'État jette dans la bataille contre le terrorisme, ils ont des droits sur nous. Ils ont des droits, ou tout au moins le droit à la reconnaissance officielle, celui du titre de reconnaissance de la nation. » Pour résumer, l'attribution du TRN, hein, avec l'accès à la retraite mutualisée du combattant, aux forces de sécurité et de défense engagées dans cette guerre contre le terrorisme, valoriserait l'engagement de ces forces et des membres de ces forces, tout en apportant une réponse adaptée en matière de sécurisation de leurs revenus futurs et de ceux de leur famille. Voilà. Merci de votre attention. Et voilà, nous allons voter proposition 6, élargir le TRN à la sécurité intérieure. Est-ce souhaitable? 0 à 5. Maintenant, vous êtes rodés. Hein. Et maintenant, deuxième question. Est-ce possible? 0 à 5. Et grand suspense, normalement, nous avons enregistré tous les votes. Et devrait apparaître sous nos yeux. Attendez, là, il faut faire je sais pas, il faut une petite musique, on n'a pas prévu un jingle, des lumières, les résultats du quiz. Et là, boum, rien n'a marché. Ah! Alors, arrive en tête, voilà, je vous le commente rapidement, comme au PMU, simplifier le TER, ça c'est la hiérarchie de le souhaitable. Ensuite, abonder l'épargne retraite dans le secteur public, et puis flécher l'épargne excédentaire vers la retraite. On a mis que les 3 premiers dans notre classement, et on va regarder maintenant le classement des propositions possibles. Et a priori, ça ne devrait pas être exactement le même. Ah si, à peu près. Ah non, regardez, favoriser les revenus réguliers, quand même, apparaît à un autre endroit. Alors, ce qui apparaît en premier, c'est le grand vainqueur, c'est simplifier le PER. Donc, je viens de me tourner vers le vainqueur, qui aura droit à la coupe Jonction de cette année, pour nous dire si ça le surprend. Je ne sais pas si mon président va accepter que je passe devant lui. Ah oui, oui. Non, mais oui. Mais voilà. Julien, il y a du scoop aujourd'hui. Simplifier va toujours dans le bon sens, en fait. Donc, c'est peut-être ça qui explique le vote. Merci, en tout cas. Mais alors, on peut passer la parole au président, alors, au président de Préfond. Qu'est-ce qu'il en pense, alors, de son score? Alors, je vais pas citer mon score, mais je voudrais revenir sur ce qui a été dit dans la dernière proposition, parce que je suis très content d'être parmi vous et de voir autant d'uniformes militaires, et c'est bien la moindre des choses au sein de Jonction. Par contre, je ne vois pas je vois bien l'uniforme du collègue gendarme, mais je ne vois pas d'uniforme de la police, et la peur, la crainte en tout cas d'être le seul, ou en tout cas je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui me fasse un petit signe, mais j'ai l'impression d'être le seul représentant de la police nationale ici dans cette salle. Il y en a 2, c'est parfait, merci. Et je suis évidemment très sensible à ce qui a été dit. Jonction a été un des premiers à utiliser ce vocable de force de sécurité intérieure et extérieure. J'y suis particulièrement attaché et je précise qu'effectivement les forces de gendarmerie et de police ont payé et payent un lourd tribut à la situation terroriste en France qui n'a jamais été aussi élevée, même en ce moment et notamment dans les prochaines périodes de fêtes et puis d'élections qui peuvent aussi sous-entendre un certain nombre d'activismes. Et donc je crois qu'aujourd'hui il y a une certaine similitude de risque, de situation de vie sociale, de santé et de mort, malheureusement, pour les forces de l'ordre en sécurité intérieure, comme pour les collègues militaires qui sont engagés dans des opérations extérieures. Donc merci en tout cas à vous d'avoir pensé aux forces de sécurité intérieure, et même si on n'est que 2, on sera au moins 2 à leur apporter. Bon. Je propose qu'on projette les résultats de notre quiz sur le souhaitable et que les 4 autres intervenants qui n'ont pas pu reprendre la parole puissent nous dire leurs sentiments par rapport à cette hiérarchie. Donc
Tout d'abord, Pascal Seny-Lappe, qu'en pensez-vous? Alors, je pense qu'évidemment, simplifier, c'est toujours une bonne chose. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il arrive en tête. C'est bien dommage, mais bon. C'est bien que... Ouais. Regardez la deuxième slide, ils vont nous la proposer. Classement des propositions possibles. Vous arrivez en 3e position quand même. Oui, il faut me le lire, parce qu'à cette distance-là, j'ai un petit Bah, problème. vous n'êtes pas dans les 3 premiers Voilà. pour ce qui est souhaitable, mais dans le possible, en revanche, favoriser les revenus réguliers, vous êtes 3e. Écoutez, tant mieux, tant mieux. Mais je crois que les propositions étaient bonnes, et elles interagissaient l'une par rapport aux autres. Donc, on revenait. Enfin, moi, j'avais l'impression d'avancer et de finalement me retrouver chez mes petits copains là. Très Donc, bien. C'est la logique. Ce ne sont pas des propositions qui sont aussi discriminantes les uns à l'égard des autres. Ce n'est pas une partition. Ils sont pas perchés. Alors, Gilles Lemoine, vous, comment vous réagissez au classement? Je dirais que nous avons un public quand même qui est un public que l'on peut caractériser par quelqu'un qui est assez proche de la défense et sécurité, puis qui est un petit peu quand même, qui a un certain niveau de connaissance. Donc on n'aurait peut-être pas eu le même résultat avec les jeunes, par exemple, ou les personnes qu'on ciblait. La deuxième chose, c'est qu'on n'en manque que 3, mais peut-être que les 6 ne sont pas vraiment très éloignées les unes des autres, et peut-être que les 6, finalement, sont très bonnes. David Olivier Lanuzel. De ce que j'ai pu voir, la proposition 4 arrive en 2e position, mais après, dans le 2e slide, elle ne trouve pas automatiquement de possibilité dans l'État employeur de prendre des responsabilités pour ce cas. C'est peut-être un constat réaliste des choses, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est démonstratif aussi, quelque part, peut-être de notre façon de voir qu'il faudrait que peut-être un candidat à la présidentielle porte ça dans un programme, je ne sais pas, peut-être. Dominique Burnett, alors pour terminer. Alors, pour terminer, je ne voudrais pas remonter jusqu'au Sénat romain où il fallait détruire Carthage et donc répéter séance après séance qu'il faudrait faire partager le titre de reconnaissance de nation aux forces de sécurité intérieure. Hein, mais je vais remonter jusqu'en Algérie. Quand l'Algérie s'est terminée, c'était une guerre. C'était pas une guerre, c'était du maintien de l'ordre. Hein, et donc, il n'était pas question que les anciens d'Algérie touchent quoi que ce soit. Puis progressivement, ils ont eu le TRN. Hein, puis après, ils ont eu la carte d'anciens combattants. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Et tous les ans, il faut le dire, tous les ans, il faut revenir et remettre. Et un jour, ça viendra. Parfait. En tout cas, applaudissements pour vous 6 et pour ces propositions. Ces propositions qui seront donc contenues dans le cahier Jonxiot qui va sortir, qui ont été présentées avec la présence de Jean-Joël Clady, qui est le chef du service de l'action sociale des armées et qui représente la ministre, et qui, comme tous les destinataires des publications Jonxiot, recevra bientôt ceci avec l'argumentation technique détaillée.